Amis de l'UTL, bonjour. Un peu en retard cette semaine, mais me voilà. Et avec moi, la neige. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler du frelon asiatique. Et je vais reprendre l'expression employée par un journaliste de la Dépêche du Midi. J'ai intitulé cette séquence « Félon frelon ». Quelle créativité! Le frelon asiatique que tout le monde connaît maintenant est une espèce exotique invasive. C'est un vocable qui est appliqué aux plantes, mais pas seulement, aux animaux aussi. Alors, exotique et invasive, ça vient de l'extérieur. Exotique et invasive, c'est souvent lié à un mode de reproduction qui est très très efficace, ainsi qu'à l'absence totale de prédateurs. Pour ce que l'on sait, le frelon asiatique est arrivé en France, et ça a été sa porte d'entrée dans l'Europe, dans un lot de poterie qui a été commercialisé dans le Lot-et-Garonne en 2004. Et de là, petit à petit, les colonies ont essaimé et se sont répandues sur tout le territoire. Ce qui m'a décidé à faire cette causerie verte, c'est le décès d'un habitant en vallée d'Argelès cet automne, qui a été piqué au cou et qui est mort à la suite d'un choc anaphylactique. Alors ne nous y trompons pas, chaque année il y a des décès aussi à la suite de piqûres de guêpes ou de frelons sur des gens qui sont particulièrement sensibles. Mais ce qui m'a alerté, c'est l'emplacement du nid qui a été dérangé par cette personne lors de travaux agricoles. En fait, le nid n'était pas perché comme ceux que l'on voit très souvent, vous savez, ces gros nids qui font jusqu'à 1 mètre de hauteur et qui se retrouvent en haut des arbres. En fait, là, le nid était dans une souche d'arbre. Je me suis donc renseignée et j'ai appris que non seulement les nids pouvaient effectivement se trouver en hauteur, mais pouvaient aussi se cacher dans les haies ou dans des talus ou encore comme là dans une souche. Et il m'a paru important de faire une information à ce sujet. Alors maintenant que les feuilles des arbres sont tombées, vous avez peut-être aperçu près de chez vous un nid autour duquel on n'observe aucune activité puisque nous sommes en hiver, quoique les températures aient pu en faire douter. Et ce nid, en fait, est définitivement inoccupé et ne sera pas occupé l'année prochaine. Son matériau est fragile, il s'agit d'une pâte à papier qui est faite de cellulose que les frelons ont mâchée. Pour fabriquer un nid, il faut de la cellulose, donc ça se trouve assez facilement et ça peut être des petits morceaux de bois, de la feuille, mais il faut également de la boue et il faut de l'eau. Donc c'est souvent à proximité d'un petit ruisseau ou d'eau qui suinte que l'on va trouver les nids en fait. Ce sont des éléments indispensables pour que le nid soit construit. Alors où sont passés les frelons? Une grande partie est décédée, mais malheureusement de ce nid sont sorties des fondatrices. Et les fondatrices, il peut y en avoir jusqu'à 550 dans un nid de belle taille. Et ces fondatrices, en fait, sont des femelles qui ont été fécondées avant la saison froide. Et ce sont elles qui vont produire les nids ultérieurs. Alors, beaucoup vont décéder pendant l'hiver, pour peu qu'il soit froid, donc vive la neige. Et au printemps, ces fondatrices qui se sont enfouies, cachées, dissimulées, protégées du froid, vont ressortir et vont fonder de nouvelles colonies. Alors dans leur ventre, il y a une collection d'œufs qui est assez impressionnante. Et, je pense qu'on peut parler de 2000 à 5000 œufs. Dans un premier temps, la fondatrice n'a pas les moyens de construire un nid important, elle est toute seule. Donc elle va se réfugier dans un endroit qui va capter la chaleur. Alors ça peut être un auvent, un boisseau de cheminée, le dessous d'un hangar en tôle. Elle va s'installer, elle va commencer à fonder une toute petite colonie. Donc elle va pondre essentiellement des ouvrières. Et son nid va être de petite taille, mais vraiment de petite taille. Une fois que la colonie va avoir atteint une certaine dimension, à ce moment-là, la fondatrice va partir, suivie de toutes ses ouvrières, et elle va fonder le nid définitif. Quand on capture des frelons asiatiques en automne, on va souvent reconnaître les fondatrices au fait qu'elles sont plus grandes que les autres et surtout qu'elles ont un abdomen développé puisqu'elles ont emmagasiné de la graisse pour pouvoir se maintenir en vie pendant tout l'hiver. Et
Au printemps, elles sont un peu comme les abeilles, elles sont affamées, donc si elles peuvent, elles vont se nourrir de sucre, en l'occurrence les premières floraisons de printemps, et elles ne dédaigneront pas de croquer une ou deux abeilles si elles en trouvent sur leur route. Le régime alimentaire du frelon, en fait, c'est protéines, sucre, tout ce qu'il faut pour accumuler du petit gras, donc des calories disponibles. Si on veut limiter le nombre de fondatrices pondeuses et donc le nombre de nids ultérieurs, il est possible de piéger au printemps ces femelles que l'on appelle aussi gynes, c'est la même racine que gynécologue. Et au printemps, donc, si vous piégez, au tout début du printemps, vous n'aurez que des fondatrices. Tous les autres frelons étant décédés, les mâles, parce que malheureusement pour eux, ils n'étaient plus utiles et ils n'étaient pas assez gras pour survivre à la mauvaise saison, et les ouvrières, pour la même raison. Les premiers vols ont lieu en février. Bon, ça dépend aussi un peu des températures. Et c'est dès ce moment-là que l'on peut envisager le piégeage. Alors, par rapport au piégeage, il y a plusieurs écoles. Le Muséum d'histoire naturelle ne le recommande pas parce qu'il pense que on piège trop d'autres espèces à côté, surtout si on laisse les pièges en place longtemps. Mais bon, moi j'ai un autre sentiment qui m'est personnel, que je vous livre, c'est-à-dire que les quelques papillons et abeilles que l'on peut attraper dans un piège, ils auraient peut-être fini dans l'estomac d'un frelon. Donc voilà. L'idée c'est de ne pas prolonger trop le piégeage, effectivement, puisque au début du printemps ou juste avant le printemps, on va attraper des fondatrices et après il y aura trop de dégâts dans la faune annexe. Alors, si vous voulez voir comment on piège, je vous conseille d'aller sur Internet. Il y a des gens très sérieux qui vous montrent comment faire des dispositifs, y compris des jardiniers municipaux qui ont pris leur tâche à cœur. L'idée, c'est au printemps de mettre dans ces pièges-là un mélange de bière brune, de sirop de cassis, donc toujours pareil, et du sucre qui va attirer les frelons, et surtout du vin blanc. Parce que le vin blanc aura un effet répulsif sur les abeilles qui ont horreur de tout ce qui ressemble à l'odeur de l'alcool. J'ai eu l'occasion, lors de la sortie au Parc Bel-Air, de discuter avec une habitante de Tarbes qui était volontaire pour le piégeage municipal qui a lieu chaque année à l'initiative de la ville. Donc cela se passe de la façon suivante, il y a une cinquantaine de volontaires qui reçoivent des pièges, qui les mettent en place et qui font un retour par ordinateur au service concerné. Je pense que c'est le service environnement. Et de cette façon, on peut comptabiliser les fondatrices qui ont été piégées sur le territoire et en tenir une comptabilité. Il semblerait que cela aide au maintien des populations et évite leur expansion. Pour ce qui concerne Lourdes, renseignements pris, l'intervention sur les nids se passe de la façon suivante. Dans les espaces publics, c'est-à-dire fréquentés par le public, que ce soit écoles, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, les pompiers interviennent. Autrement, on peut faire appel au service de la mairie. Voilà, et en dernier recours à des opérateurs privés. Je pense que la gestion est différente suivant les territoires. Lors d'un atelier à la Grénothèque de Lourdes, j'ai eu le témoignage d'un habitant de Juillan qui m'a parlé de 2 employés municipaux qui avaient été formés pour la destruction des nids, et il semblerait que ça puisse être aussi une piste intéressante, c'est-à-dire avoir en interne du personnel formé au lieu de, comme c'est souvent le cas, externaliser par un marché municipal la destruction des nids en faisant appel à des opérateurs privés. Voilà. Des pistes, je n'ai pas de préconisation à faire, ce n'est pas mon rôle. La personne qui témoignait pour le territoire de Juillan était un ancien apiculteur qui avait dû renoncer à ses ruches parce qu'elles avaient été complètement détruites par le frelon. Et c'est vrai que ça devient un problème parce qu'il s'attaque vraiment aux pollinisateurs d'une façon massive et que cela risque de poser des problèmes pour les années qui viennent.
Alors non seulement la pollinisation va être compromise, mais si les populations augmentent de façon significative, ce que l'on pourrait craindre à la suite de l'été caniculaire que nous avons connu et de l'activité très tardive des frelons qui se sont empiffrés tard en saison de fruits et autres denrées, la pression sur les habitations humaines risque d'augmenter. Pensez surtout, si vous envoyez tourner autour des haies, à vérifier que vous n'avez pas un nid à l'intérieur d'une haie, ça pourrait poser des gros problèmes en présence d'enfants, mais pas uniquement. Alors, pour en revenir au témoignage de l'habitante qui faisait partie des piégeurs volontaires de Tarbes, je me rends compte d'ailleurs que ce n'est pas à Bel-Air que je l'avais rencontrée, mais au parc Raymond et Rassaret. Elle indiquait qu'en fait, on donnait aux piégeurs une date de fin de piégeage, de façon justement à ne pas impacter trop fortement les guêpes et frelons européens. Par contre, pour être en contact avec des apiculteurs, moi je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui piégeaient toute la saison. Alors pourquoi ? En particulier pour les dégâts qui sont causés sur les ruches. Les frelons se postent à l'entrée des ruches et attrapent non pas les abeilles qui sortent, mais celles qui rentrent, parce que double effet qui se coule, il mange l'abdomen de l'abeille et en plus il se régale du nectar qui est collé aux pattes sous forme de pelote. Alors les pièges qu'utilisent les apiculteurs sont d'un type particulier, c'est-à-dire qu'ils sont souvent munis de sorties pour que tous les insectes qui sont d'une taille inférieure aux frelons asiatiques en fait puissent s'échapper. Une fois les premiers frelons capturés, alors toujours avec le même système, ça peut être à base de bière brune, vin blanc et sirop de cassis, mais certaines personnes utilisent aussi des appâts carnés, donc qui ne vont pas attirer ni papillons ni abeilles. Ça peut être par exemple des carapaces de crevettes. Donc une fois les premiers frelons attrapés, en fait les phéromones que dégagent ces premiers frelons vont attirer beaucoup d'autres individus. Et c'est une piste qui actuellement est étudiée par la recherche, c'est-à-dire créer des appâts à base de phéromones, comme cela a été fait par exemple pour la pyrale du buis. En attendant, les dégâts sont vraiment très très importants. Vous pouvez aller sur internet pour voir ce type de piège qui est tout à fait différent. Le plus couramment, celui que l'on fabrique à la maison, c'est souvent un piège à partir de bouteilles dont une partie est retournée en entonnoir. Ceux qui sont utilisés par les apiculteurs sont en général beaucoup plus massifs, ils contiennent des grillages, en fait ce sont plutôt des grosses boîtes dans lesquelles on peut piéger beaucoup d'individus. Alors si jamais vous décidez de mettre un piège dans votre jardin, attention parce que le piège attire les frelons et si vous vous retrouvez sur son passage, il faut quand même éviter les accidents. De même qu'il y a des accidents lors du vidage, soyez vraiment très très prudents et renseignez-vous sur les précautions à prendre. Alors, peut-on espérer un peu de secours de la part de la nature ? Il semblerait que quelques oiseaux s'intéressent de près aux larves du frelon asiatique. Dans cette population d'oiseaux, on compte les corvidés, donc corbeaux, pies, corneilles, les mésanges également et les moineaux que l'on a pu observer quelquefois en train de démonter les nids et de manger des larves. À mon avis, plutôt dans une période de faible activité. Il existe aussi d'autres oiseaux un peu plus confidentiels comme la bondrée apivore ou le guêpier qui vont peut-être du coup voir leur population augmenter du fait de la manne que représente un nid de frelons de 1 mètre de hauteur. Dans les pays dont le frelon asiatique est originaire, les nids en fait sont utilisés pour la consommation humaine, les personnes étant très friandes de larves. Les larves étant considérées comme une friandise, il va peut-être falloir envisager de présenter du frelon à l'apéritif à la place des cacahuètes. Cela ne pourra réjouir que les gens dont les papilles sont blasées. Bon, plaisanterie mis à part, j'espère que cette causerie verte vous aura plu et vous aura donné envie de vous renseigner davantage sur le sujet. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien et restez au chaud.